Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Vision. Beaucoup d'entre nous ont observé durant ce mois sacré une meilleure distribution de l'eau malgré une pluviométrie faible et disparate qui frappe notre pays depuis au moins 3 années consécutives. C'est que l'Algérie est en train de réorienter sa stratégie de l'eau, passant par une eau de surface à une eau non conventionnelle, en grande partie d'ailleurs grâce au dessalement d'eau de mer et dans une moindre mesure à l'épuration des eaux usées. La réalisation de nouveaux barrages, 5 prochainement, des transferts des eaux et autres forages viendront renforcer cette stratégie de mobilisation de l'eau potable pour les wilayas les plus sèches, notamment celle de l'Ouest. La bataille de l'eau n'est pas pour autant gagnée, on le sait, des défis colossaux nous attendent pour atteindre cette sécurité hydrique qui nous fait défaut. On en parle aujourd'hui avec notre invitée qui est Madame Lamia Al-Htihat, conseillère du ministre au ministère des Ressources en eau et de la sécurité hydrique. Merci d'être parmi nous. Bonjour et je vous remercie aussi pour l'invitation et l'intérêt que vous portez pour le secteur de l'eau. Et c'est un intérêt national évidemment. On va commencer par les derniers événements qui touchent ce secteur puisque au dernier Conseil des ministres, le président de la République a instruit directement les responsables du secteur donc pour renforcer le contrôle sur le gaspillage, le vol de l'eau, on le sait, qui sera donc sévèrement sanctionné. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au niveau de votre département pour mettre fin à ces pratiques et puis par rapport aux fuites de l'eau qui représentent des fuites colossales pour nous? Tout à fait. Donc, pour la question de fuite de l'eau et de piquage illicite, donc le secteur de l'eau, il a toujours été à cheval pour régler ces problèmes-là. Seulement avec les derniers événements avec la sécheresse et tout, on avait un programme, on a toujours un programme annuel pour régler les fuites de l'eau sur les réseaux de distribution, de production et même les piquages illicites. Et là, avec la sécheresse et le programme de restriction, on ne pouvait pas se permettre de les ignorer et même de pénaliser le citoyen. C'est-à-dire on a eu un programme quand même qu'il fallait le respecter. On pouvait le faire sur les réseaux de distribution et sur le réseau de production un petit peu timidement parce que si on coupe, ça va être 4 à 5 jours de sans eau. C'est des grandes conduites. Donc on est allé quand même doucement. Par contre, il y a eu des chiffres, on a eu quand même quelques gains où on était obligé d'arrêter la distribution. Vous avez constaté l'été passé. Par rapport aux fuites ? Par rapport aux fuites sur le réseau de production. Il y a eu 2-3 cas par exemple au niveau d'Alger. Donc 3 jours, 4 jours sans eau. Donc vous avez senti. Donc on n'a pas respecté. Et là c'était forcé. Mais pour le réseau de distribution, c'est au fur et à mesure. Donc on essaye avec le gestionnaire du service public, il essaye par rapport au programme. Est-ce que vous pensez que cette lutte contre le gaspillage, les fuites et le captage illégal de l'eau, est-ce que cette lutte a été menée sérieusement? Puisqu'on parle encore aujourd'hui avec... Oui, pardonnez-moi, je termine ma question. Oui. Avec aujourd'hui la sécheresse qui frappe notre pays, on parle encore d'un volume de 40% d'eau distribuée qui est perdue à travers les fuites et 15% de l'eau consommée non facturée. Est-ce qu'on peut encore se permettre tout cela? Ce pourcentage, il a été réduit quand même. Il a été réduit. De combien? De combien? De 40%, vous dites. Bon, je vous donne, c'était à l'échelle nationale, donc ça varie le 40% là. Et parce que le 40%, c'est le réseau de production et le réseau de distribution. Donc, si je vous donne quelques chiffres... je donne l'exemple de la capitale, oui. Qui est quand même complexe. Il y a plus de 4 millions d'habitants. C'est un réseau de 6000 km, voilà, c'est ça? On est arrivé à 25%. À 25% de fuite. Et là, par rapport à tous les efforts qui ont été consentis, je vous cache rien, même le programme de 1 jour sur 2, ça nous arrange, et ça arrange le gestionnaire. C'est moins de fuites. Moins de fuites la nuit. Moins d'eau volée. Le jour où il n'y a pas d'eau, donc ils agissent surtout sur les réseaux de distribution, parce que c'est plus facile. Par contre, les réseaux de production, ça prend un peu plus de temps. Dans quelques chiffres, je vous
vous donne, on a par année 235 fuites réglées sur les grosses conduites de production annuellement en 2021. Sur Alger, on est arrivé à 80 000 mètres cubes jour de gain en eau. Et 80 000 mètres cubes 80 000, sur Alger. Voilà, sur Alger, et plus de 21 000 interventions sur les réseaux de distribution, des petites, sur les conduites de faible diamètre. Donc c'est un peu, même pas le 24 heures, il règle donc ce problème. Il y a eu un plan de formation des agents de l'ADE pour des interventions rapides, pour prévenir notamment ces perturbations. Je dirais qu'ils sont acquis des moyens, nouvelles technologies pour un petit peu détecter les fuites, pas visuelles, mais avec des systèmes, en ultrasons et d'autres systèmes technologiques. On n'attend pas que ça arrive. Bon, mis à part les fuites qui apparaissent, mais il y a eu beaucoup d'actions sur les réseaux et aussi sur les piquages illicites. Sur les piquages illicites, je ne vous cache rien, et même au niveau des nouveaux quartiers, des quartiers résidentiels, il y a eu les piquages illicites. Donc, et ça déstabilise aussi la recette, le chiffre d'affaires du gestionnaire pour un petit peu avoir une entrée d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas eu un laxisme là encore pour sanctionner, pour identifier ces voleurs, si on peut les appeler comme ça, directement? Oui, ça a été identifié, sanctionné, pas à 100% sanctionné, donc, mais il y a eu identification et il y a eu même où il y a eu des piquages illicites, c'est des nouvelles constructions, nouvelles constructions. Donc, ils ont essayé de régler, de les avoir comme clients à abonnés et régler leurs problèmes. Ouais. Parce que là, vous savez qu'il y a une construction nouvelle, donc pour avoir un compteur et être client, donc il faut un acte de propriété. Il y a eu ce genre de problèmes un petit peu. C'est au cas par cas qu'ils étudient toute sanction sur les piquages illicites. Alors, il y a les constructions nouvelles, mais on le sait, le réseau AEP est assez vétuste. Exactement. Et par endroits, même dans un état assez déplorable. De combien a-t-on réduit aujourd'hui les fameux communiqués de la CEAL, par exemple, de perturbations, de futures perturbations? On en a eu un hier sur, par exemple, pour ne parler que d'Alger, sur la commune de Kouba, qui annonce une perturbation assez longue, puisqu'il n'y a pas de date de reprise de la distribution. Ça, évidemment, c'est normal. Mais y a-t-il un objectif pour réduire ces perturbations? Y a-t-il un objectif chiffré pour réduire ces perturbations? Et comment? C'est-à-dire, est-ce que vous intervenez quand même sur un réseau qui reste vétuste? Là, l'objectif aussi, il y a Alger, elle est vraiment occupée, on n'a pas de superficie pour réaliser d'autres réservoirs d'autonomie. Ouais. Donc c'est l'objectif, il y a une dizaine de réservoirs de stockage des eaux qui sont en cours de réalisation. Et on essaie, bon, le gestionnaire et nous aussi, le secteur, on l'accompagne par les programmes nouveaux. On a une dizaine de forages qui sont en cours de réalisation, il y a ceux qui sont achevés, pour avoir au moins une autonomie de plus de 24 heures d'eau en stock. Alors, pour l'actuel, enfin l'année passée, il y a des réservoirs, mais on n'avait pas l'autonomie de 24 heures, moins de 24 heures. Là c'est pour Alger. Je vous cite le cas de Oran. Ils ont un grand réservoir qui a été réalisé dans le cadre du projet transfert Mostaganem Arzu-Oran, le MAO. Là, un grand réservoir de 300 000 mètres cubes. Une autonomie. Donc même en cas de perturbation, Oran n'est jamais... Ils peuvent avoir... On ne coupe pas l'eau. Voilà, s'il y a le MAO distribue, la station Makta, elle est en pleine capacité, elle est pleine, on peut arriver jusqu'à 72 heures d'autonomie. Donc vous voyez, c'est question de stockage d'autonomie. Alger, il y a eu un boom, je peux dire, donc tout est centralisé, tout est au centre, et la population, elle augmente au fur et à mesure. Mais quelles sont les solutions à ce moment-là? Donc nous sommes en train de... justement voilà, des solutions. Justement, la solution. Donc, on aura, mis à part le stockage d'autonomie, enfin, l'augmentation de stockage pour avoir l'autonomie. Il y a eu la réalisation... L'augmentation de stockage d'ici la fin de l'année, d'ici combien de temps? Oui, d'ici la fin de l'année, ils seront pris une dizaine de réservoirs et qui vont être accompagnés, bien sûr, par la ressource pérenne. Donc, elle est là, la ressource en eau, qui est dessalement de l'eau de mer. Les forages qu'on a réalisés pour substituer et compenser les eaux superficielles qui en manquent.
manque. Et là, c'est toute une vision sur la mobilisation, le stockage et la production d'eau et distribuer et au cas où, c'est-à-dire régler le problème au cas par cas. Donc il y a des communes qui sont vraiment à l'aise, mais il y a des communes comme les chaînes dans les hauteurs de Bouzaïa et tout, ça a causé un problème parce qu'il n'y a pas il n'y avait pas assez de pression quand on fait un jour sur deux, donc il n'y avait pas assez de pression. Et là, on distribue au jour parce que comme je disais, il n'y a pas une autonomie de H24 et la distribution, le programme était un jour sur deux. Oui. Voilà, c'était ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, au vu des dernières précipitations, on a observé quand même une pluviométrie plus généreuse, en tout cas, que l'année dernière. On parle d'un remplissage global des barrages à hauteur de 43%. Est-ce qu'il est possible de revoir ce plan de distribution de l'eau, de sortir de ce un jour sur deux? En tout cas, on a pu observer, moi personnellement, à mon domicile, j'ai observé que l'eau venait actuellement tous les jours, quotidiennement. Pas en H24, oui, mais pas au quotidien. Oui, voilà. Alors, donc, est-ce que ce sera généralisé en tout cas? Bien sûr, c'est avec la concrétisation du programme qu'on a tracé en matière de forage et en matière de stations de dessalement d'eau de mer. Donc, il y a certaines wilayas où on a un programme de forage. Donc, on a plus de 1280 forages au niveau local qui ont été réalisés par différents programmes. Et on a, parce que pas toutes les wilayas... Au niveau local, c'est-à-dire les wilayas, les 58 wilayas, y compris le sud, tout ça. Donc, on a eu un nombre de forages. Pas spécialement les villes côtières, parce que les villes côtières, on a un programme de mise à niveau des stations de traitement et ajouter même des stations de dessalement, monobloc réhabilitation et d'autres stations pour Alger Est, d'autres stations. Donc il y aura trois stations. Et donc, nous allons vers le H24. Ça sera à partir de fin 2022, mais au cas par cas pour chaque wilaya. Donc, il y a des wilayas qui sont côtières et qui vont bénéficier du dessalement, la mise à niveau et des forages et tout ça. Il y a d'autres wilayas aussi qui seront alimentés à partir des barrages et des transferts. Donc, le schéma actuel, ce n'est pas par wilaya uniquement, c'est par l'appartenance à un système de transfert. C'est ce qu'on disait, la solidarité hydrique. Oui. Donc, on a une gestion. La gestion naturelle de l'eau, c'est par bassin versant. Par bassin versant, je veux dire que c'est les cours d'eau qui s'acheminent vers un exutoire et qui on mobilise pour donner de l'eau. Il y a aussi l'alimentation de la nappe souterraine. Et là, on a essayé de matérialiser ça par système hydraulique. On a suivi le schéma par des systèmes de transfert, des conduites, interconnexion entre les barrages. Donc, un barrage qui se situe dans une wilaya, il peut alimenter 2-3 barrages dans d'autres wilayas. Oui. Enfin, 2 autres wilayas plutôt. Donc, c'est un peu cette nouvelle stratégie qui se met en place à travers les transferts, ce qui ne se faisait pas avant. Non, je vais vous expliquer comment. Parce qu'on a commencé le plan national de l'eau en 1993. Donc, on a commencé en les années 2000 par la concrétisation et la mise en œuvre des orientations. C'était ça. Mais on peut dire le terrain était vierge. Donc, il fallait réaliser d'abord les barrages, les grands systèmes de transfert, les interconnecter. Et ça consomme beaucoup d'argent et ça prend beaucoup de temps. Est-ce que si on devait parler des barrages, il y en a 5 en projet, en gestation actuellement. On passera à 85 au total, 85 barrages. On est en 85 barrages, donc 75 qui sont en exploitation. Oui. Est-ce que c'est l'avenir pour nous? Il y a encore quelque chose comme, vous me corrigerez si je me trompe, quelque chose comme 300 sites identifiés pour de futurs barrages de différents volumes. Est-ce que c'est l'avenir pour nous, les barrages, sachant que nous connaissons de sérieuses difficultés d'envasement de beaucoup d'anciens barrages ayant plus de 50 ans d'activité? Est-ce que c'est l'avenir ou est-ce que nous ne devons pas miser sur ce dont vous parlez, les transferts, etc. Les transferts
pas seulement de barrages, mais des eaux souterraines. Dessalées aussi, des eaux dessalées qui rentrent aussi. Les eaux dessalées, c'est pour les villes côtières. Mais ça rentre maintenant, la vision, elle va... Donc on pourra envoyer de l'eau dessalée exactement, sur 150 à l'intérieur du pays. Donc la stratégie sécurité hydrique, donc le dessalement de l'eau de mer, pas uniquement ville côtière. Donc on aura 5 stations jusqu'à 2025. On aura 5 stations réalisées 300 000 mètres cubes jour et qui vont alimenter pas uniquement les grandes villes, mais qui vont aller via se greffer sur ces systèmes de transfert interconnectés vers les barrages jusqu'à 150 km de profondeur, arriver jusqu'à d'autres wilayas qui ne sont pas côtières. Par exemple, quel wilaya pourrait être alimenté par juste un exemple. Voilà, donc on a commencé déjà l'expérience avec Oran. Oran, la station de dessalement de Maqta' de 500 000 mètres cubes jour. Elle alimente Oran, elle alimente aussi via le système Mao. Mascara est prévu Relizane, est prévu au futur Tieret. Donc pour Alger, c'était uniquement la capitale, Alger Centre, et on avait les barrages qui alimentaient pratiquement la capitale à 60% via les autres barrages au niveau des autres wilayas. Mais ça, c'était au détriment de l'agriculture, parce que là, le recul des précipitations ces dernières années et aussi le développement socio-économique, quand même, il fallait donner en priorité le service public eau et bien sûr l'industriel. On doit accompagner l'agriculture. Donc il y a une réaffectation des de eaux mobilisées à travers les barrages notamment. Pour Alger, si je reviens pour Alger, on était à 20%. Avec la mise en service des 3 stations Alger-Est et la mise à niveau de celle de Ouest, en fin 2022, on atteindra les 43% d'eau dessalée. Donc là, on va inverser. Avant, c'était 60%. Maintenant, on va inverser. Ça sera de la ressource pérenne pour l'eau potable. Et réaffecter... Donc les banlieues est d'Alger ne connaîtront plus en fait de sécheresse. Et Blida, ça sera alimenté à partir des futures stations de dessalement d'Alger, une à l'ouest de 300 000, une à l'est de 300 000, et on va alimenter à 55%. Alors, Blida. Ce qu'il y a lieu de relever par rapport au dessalement rapidement, c'est la compétence ou le taux d'intégration algérien. En fait, ce sont des compétences algériennes de plus en plus qui sont sur ces stations, qui les produisent. Oui, je dirais le personnel qui... Ça, c'est un acquis. L'opérationnel, c'est à 100%. Hanma, on est à 100%. Y compris celle de l'Est, les 3 stations. Voilà. Il y a seulement peut-être, je dirais, ceux qui maîtrisent l'opérationnel, il y a 1 ou 2 personnes étrangères. Mais la majorité, c'est 100%. Donc, on a déjà l'expérience. Donc, l'expérience, elle est complètement maîtrisée aujourd'hui de la technologie de dessalement. Voilà, on a des directeurs d'exploitation au niveau des grandes stations de dessalement. C'est des Algériens. Donc, ça, c'est une bonne chose. Alors, rapidement, sur les transferts des eaux, ces grands projets qui sont à l'étude, vous le dites, ces projets sont dans tous les sens, du nord vers l'intérieur. Et puis, il y a les projets sud-sud. Oui, exactement. Donc, pour continuer sur la même vision, puisqu'on est dans le... Oui. Voilà, donc, ça sera de l'ouest à l'est, le dessalement, qui va aller jusqu'à 150 km, réaffecter les barrages pour l'irrigation et préserver la ressource. Parce qu'on doit, même les forages qui sont réalisés actuellement, on a réalisé beaucoup, ils vont être mis en veille une fois que les stations vont entrer en service. Et là, on va préserver la ressource, en moyenne nationale, 20% pour l'eau superficielle et 20% pour l'eau souterraine. Donc, et puis, on arrive jusqu'au plateau, pratiquement le nord du haut plateau, à 150 km, mais on a le transfert de sud-nord, donc c'est 600 millions de mètres cubes d'eau par an qui va alimenter arriver jusqu'au haut plateau. Donc on n'a pas oublié, c'est l'Algérie, pourquoi on se... Vous étendez sur la côte, on a 80% de la population, elle est concentrée au nord. Donc, et puis, comme il y a la vision politique pour développer les hauts plateaux, donc il y aura d'autres projets à partir des nappes profondes, le transfert là, qui aura 10 couloirs pour alimenter pratiquement les hauts plateaux du sud vers le nord.
pas le Nord-Côtier, c'est vers les hauts plateaux. Ouais. Et on a aussi au niveau du sud, de l'extrême sud, on a un programme de station de déminéralisation des eaux saumâtres. Bon, on a 34 existantes et on a un autre programme parce que... On n'en parle pas assez de ces stations. C'est la même conception, c'est l'osmose inverse, donc c'est des petites stations. Que les stations de dessalement. Oui, mais en termes de volume oui, produit, ce n'est pas énorme. C'est pas énorme, c'est des petites stations, capacité de entre 1000, 5000 jusqu'à 20 000 et 50 000 à Ain Salah. Mais quand on parle du sud, des transferts sud-sud, c'est beaucoup plus des eaux souterraines. Exactement. Donc quels sont les grands projets aujourd'hui en termes de volume d'eau, combien va-t-on transférer? Donc là, je dirais, en gros, pour le système, c'est 600 millions. C'est 600 millions de mètres cubes d'eau. Oui. Donc c'est important. C'est important. Et on va les réaliser par partie, par phase. Donc il y a 10 couloirs. Donc il y a 2 couloirs qui se sont lancés. Il restera les autres. Et l'extrême sud, à Ain Salah Taman Ras, je reviendrai, c'est 50 000 extensibles à 100 000. Un transfert pour alimenter Taman Ras et quelques petites localités sur 750 km. Donc, vous voyez, c'est énorme. Et puis, là, on a un autre programme pour accompagner l'économie du pays, donc la réalisation des méga-projets économiques, comme les projets miniers, oui. Phosphate, de Rajbilet, le fer, Bled el-Hedba, la Winette, le fer. On a un programme avec eux. Ceux qui sont au niveau des hauts plateaux et tout, on a réalisé pour sécuriser les transferts d'eau superficielle. Donc, d'où le projet Adrar Tindouf qui entre dans cette tout à fait, dans cette vision-là. Tout à fait. Donc, il y a une vision de service public en priorité. Oui, on accompagne industriel, on accompagne toutes les industries, on travaille en collaboration. Il y a des comités interministériels qui travaillent sur ça. Donc, alors, une planification intégrée. Juste pour revenir à quelque chose de plus simple pour les téléspectateurs, aujourd'hui, ce concept de sécurité hydrique, il est appréhendé ou il est apprécié comment? Est-ce qu'on déclare telle wilaya ou telle région sécurisée sur le plan hydrique? Comment ça se passe? Ça va aller par phase. Nous ne pouvons pas sécuriser en même temps toutes les villes du pays. Donc à partir du programme d'urgence qui a été réalisé, on commence à partir de 2022 à être plus à l'aise. Je reviens pour Alger, parce qu'on en parlait tout à l'heure. On était en 2020 en H24 et puis 2021. La crise, on est revenu à quotidien, H24 20%, quotidien 80%. Et puis là, avec le mois de Ramadan, on est en train d'inverser 80% en H24 et 20% du quotidien. Donc, et fin 2022, on aura le H24. Mais c'est le cas d'Alger. Pour les autres wilayas, je dirais, il y a des programmes qui sont en cours. Donc, on a quand même des wilayas qui sont à l'aise parce qu'on a recensé cette année 22 wilayas sur 58 qui présentent encore une pénurie d'eau par rapport à un stress hydrique, par rapport au barrage. Parce qu'ils sont alimentés à pratiquement les barrages. Et je vois aussi, parmi ces wilayas, c'est des wilayas qui sont à vocation agricole, qui consomment beaucoup. C'est 70% sont destinés à l'agriculture. Donc, vous voyez, c'est un mot, vraiment, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, sur les zones d'ombre, sur les projets qui ont été initiés dans près de 400, un peu plus de 400 communes. Quelle est la partie dont vous chargez, notamment au niveau de l'ADE? Puisqu'on sait qu'une partie de ces communes, ce sont les collectivités locales qui s'en chargent. Donc là, on a lancé en 2020, on a commencé en 2020 le programme de M. Vous avez raccordé combien de personnes? Donc, pour raccorder 3 millions de personnes étaient concernées par environ. Exactement, pour le programme, parce que je ne peux pas vous dire en population, parce que là, à chaque fois, on a des surprises. Voilà, on a les nouveaux pôles urbains qui se construisent, là. Mais sur les 3 millions, pour le programme qui a été à la charge du secteur de l'eau, il est pratiquement achevé. Et on a un autre programme qui est au niveau des collectivités locales, plus de 400 communes dont la gestion du service public est à la charge de l'APC. Voilà. Madame Lamia Al-Hatihat, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes conseillère au ministère donc, des Ressources en eau et de la sécurité hydrique. Merci. Merci aussi pour l'invitation et l'intérêt que vous portez. Et un mot, juste un dernier mot. Oui. Là, l'eau, elle est rare.
Donc, il faut la préserver. Il faut la préserver et c'est une bonne chose parce qu'on a constaté le citoyen, on a sur les factures d'eau... il y a une sensibilisation. Il y a une diminution quand même de consommation et c'est une bonne chose. Et là, il faut être... il faut rester sur, bien sûr, un mode de consommation... Oui, sur la consommation rationnelle. Voilà, merci beaucoup, Madame El Hakihat. Je vous remercie à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle suite des programmes sur notre chaîne et à bientôt.